Je vais vous parler d'échanges épistolaires qui ont la particularité d'avoir eu lieu entre mai et juin 1660, alors que la cour de France se trouve à Saint-Jean-de-Luz pour la conférence de paix qui voit s'unir Louis XIV et l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Euh, cette correspondance, elle est assez modeste, en tout cas par rapport à celle qu'on a vue ce matin, puisque je ne parlerai que d'un total de 7 lettres qui sont les 7 lettres qui ont été conservées dans deux ensembles d'écrits, donc des lettres davantage informatives que les dames de la cour de France venues en visite en Espagne ont envoyées à celles restées en France, et un autre ensemble qui se compose, lui, de lettres échangées entre elles pendant qu'elles sont à Saint-Jean-de-Luz. Donc ces deux autrices qui m'intéressent sont la première Françoise de Motteville, qui accompagne la cour en tant que femme de chambre de la reine Anne d'Autriche, et pour la seconde, Anne-Marie-Louise d'Orléans, plus connue sous le nom de duchesse de Montpensier, qui est quant à elle donc la cousine du roi. Elles sont donc dans le premier cercle de la famille royale et de son entourage. Et dans leurs mémoires respectifs, l'épisode de la visite à la frontière espagnole est très longuement narré, les deux autrices étant des témoins privilégiés de ces événements. Le voyage curial est un événement exceptionnel pour la cour de France, et il est l'occasion d'échanges entre les dames de la haute aristocratie. Celles qui suivent la cour rédigent des lettres qui se présentent comme des relations, des nouvelles, des comptes rendus. Les femmes en itinérance remplissent donc un rôle de correspondante, au double sens du terme, elles sont presque une activité journalistique. La dimension extraordinaire du voyage et les écrits qui l'accompagnent permettent donc d'observer un réseau féminin écurial qui a été par la suite largement invisibilisé du fait de la disparition de la grande majorité des documents. Ce premier corpus, donc de lettres, que j'ai appelé par commodité les lettres françaises, puisqu'elles s'adressent à la France, s'accompagne d'un autre corpus, les lettres espagnoles, échangées entre Motteville et Montpensier, qui, elles, s'inspirent des fictions pastorales à la mode. Au cours de brefs échanges, elles imaginent toutes deux la vie d'une société utopique, retirée du monde, qui leur est inspirée par les paysages pyrénéens. Donc cet écrit semi-public se présente davantage comme un jeu littéraire qui rappelle ceux des salons mondains. Dans cet espace éloigné de Paris, les deux épistolières improvisent une forme d'écriture collective, collaborative, qui leur donne aussi l'occasion d'exercer leur plume. Donc ces 7 lettres, si elles sont un corpus fort réduit, permettent de constater différents usages épistolaires chez les dames de la haute aristocratie et des pratiques formelles, des habitudes d'écriture variées. Donc l'idée de ma communication, c'était d'essayer de resituer au sein de la production écrite de ces deux femmes qui sont davantage connues comme mémorialistes, la place de ces lettres et éventuellement la continuité qui existe entre ce corpus épistolaire et l'écriture mémorielle. Donc ma communication se divisera en deux temps. Donc d'une part, je vais décrire brièvement ce corpus de lettres, en lire quelques passages significatifs pour essayer de mettre en évidence le réseau épistolaire féminin dans lequel ces écrits s'insèrent. Donc je diviserai cela en trois temps. D'abord un rappel de mes sources bibliographiques, où se trouvent ces lettres, et ensuite j'étudierai les lettres espagnoles et les lettres françaises. Et dans un second temps, une fois que j'aurai approché la fonction première de l'écrit, je m'intéresserai à la fonction seconde, ce qui pourrait être la fonction seconde, donc le rôle des lettres dans l'élaboration d'une œuvre, cette fois mémorielle, en me demandant quel est l'usage que font les mémorialistes de leurs écrits épistolaires passés et quelles habitudes d'écriture supposent l'épistolaire, mettant peut-être en jambe une écriture qui sera par la suite davantage historique. La diversité des productions épistolaires des deux autrices, polygraphes, invite à envisager ainsi les circulations qui s'établissent entre l'écrit épistolaire et l'écrit mémoriel. Pour vous présenter rapidement mon corpus, la source principale en est le recueil Conrart, donc le tome 11, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, où se trouvent les 7 lettres
disposées, non pas ensemble, mais dans différents endroits de ce recueil. Valentin Conrart, le secrétaire de l'Académie française, consigne dans ses papiers divers documents, sur le plan divers formellement, hein. On retrouve de la poésie, des lettres, des documents plus historiques, qui servent de source pour les historiens de la littérature. Et c'est dans ce recueil que je suis allée puiser ces lettres, qui ne sont donc pas conservées sous leur forme autographe. Elles ont seulement été, elles nous sont parvenues sous une forme recopiée. Un autre manuscrit est à relever, la correspondance d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, qui est à la Bibliothèque nationale de France, qui reprend les lettres espagnoles et les complète d'autres échanges avec Motteville quelques mois plus tard. Et j'ai relevé aussi quelques imprimés qui peuvent vous intéresser. Donc, la première version des lettres espagnoles, publiée en 1667, dans un recueil de pièces variées. Ces lettres sont ensuite imprimées avec les mémoires comme complément, hein, au XVIIIe siècle, puis dans un recueil de lettres de dames du XVIIe, XVIIIe, en 1806. Et enfin, la dernière édition, la plus récente, est due à Joanne de Jean qui propose une lecture féministe de cette correspondance, puisque la particularité des lettres, en tout cas les lettres échangées entre Montpensier et Motteville, est que la communauté utopique qu'elles mettent en scène est une communauté dont le mariage est banni, de même que la galanterie. Donc, Joanne de Jean propose toute une lecture féministe de cet écrit sur laquelle je ne reviendrai pas. Les lettres espagnoles, donc, se composent de, en fait, quatre lettres, deux de Montpensier, deux de Motteville, et seule la première est datée du 14 mai 1660 à Saint-Jean-de-Luz, ce qui est une façon pour l'épistolière d'inscrire l'écrit dans déjà ce contexte socio-historique. La duchesse de Montpensier explique que, surprenant une conversation de Motteville sur l'idéal de la vie retirée, elle prend la plume pour lui faire part des sentiments qu'elle lui a inspirés. Les lettres sont donc le moyen de poursuivre une conversation entendue, entamée. On retrouve la représentation commune de la lettre mondaine, hein, qui entretient une parenté avec l'échange conversationnel. Cette lettre de Montpensier, elle se termine par une énigme, puisque non seulement elle n'est pas signée, mais elle lui est envoyée par un commanditaire inconnu. Donc cette première lettre se termine par une énigme. Devine si tu peux et réponds si tu l'oses. Cette énigme qui laisse à Motteville la possibilité d'identifier l'épistolière, et de lui écrire en réponse. Et d'après le manuscrit dont je parlais de la BNF, cette devise, qui est un pastiche de Corneille, est en fait non pas de la main de Montpensier, mais de Mademoiselle de Vendy, sa dame d'honneur. Donc le manuscrit indique: Mademoiselle de Vendy, après avoir entendu lire ce que Mademoiselle avait écrit, y ajouta cette dernière ligne comme un défi qu'elle fit. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà ce jeu littéraire qui élabore une fiction collective. Et on retrouve déjà cette première idée d'un réseau, puisque il n'y a pas deux épistolaires qui se répondent, mais en fait d'autres interventions, d'autres mains qui complètent cet échange. Cette fiction collective, elle émane de l'entourage de la duchesse de Montpensier, et la lettre, à la manière des énigmes ou des bourrimées, est en fait un exercice d'écriture qui démarque une culture lettrée et une volonté d'actualiser, de mettre en place des jeux saloniers à la frontière espagnole. Les lettres françaises, maintenant, sont d'une toute autre facture, puisque, comme je vous le disais, elles se rapprochent de comptes rendus, de relations historiques, l'épistolière s'effaçant au profit d'un récit d'événements importants, marquants, dont elle est la témoin. Donc il s'agit de 3 lettres conservées par Valentin Conrart, qui les copie peut-être fidèlement, je ne sais pas. La première raconte la journée du 3 juin. Elle est à nouveau de Mademoiselle de Vendy. La deuxième raconte la journée du 4 juin. Elle est de Madame de Motteville. Et
la troisième raconte la journée du 8 juin. On a ainsi une forme de semaine recomposée dans le manuscrit Conrart qui raconte les événements historiques. Les lettres de Vendy sont adressées à sa tante, la comtesse de Maure, et la lettre de Motteville est adressée à la marquise de Montausier. Ce qu'on constate d'une part quand on découvre le manuscrit, c'est que les lettres du 3 et du 4 juin sont vraiment prises ensemble, elles se suivent, et il y a une forme de continuité, donc le copiste rétablit vraiment une forme de chronique historique. Les lettres de Vendy, donc, qui n'étaient pas annoncées comme l'une des épistolières dans mon titre, dans mon intervention, sont en fait des lettres qui ont elles aussi une dimension collective. Enfin, en tout cas, la signature semble être collective puisqu'elle s'adresse à une communauté d'épistolières qui, semble-t-il, lui répondent, hein, autour de Madame de Maure, Madame de Sablé. Et elle leur raconte les événements du point de vue de la suite de Montpensier, en faisant alterner dans la narration le je, le nous et le mademoiselle, qui est le personnage central du récit historique. Et seul le dernier paragraphe donc, de cette lettre est, j'allais dire, presque davantage personnel, en tout cas, se replace dans un contexte d'échange épistolaire, puisqu'à la fin de sa lettre, elle s'adresse directement à sa tante, et elle lui écrit « Cette lettre est pour monsieur le comte, aussi bien que pour vous, madame. Voilà mademoiselle de Valois qui m'attrape en médisant d'elle, elle me le pardonne et me demande de vous faire bien des amitiés de sa part. Je ne puis me tenir de le dire devant elle, c'est un ange aussi bien en bonté qu'en beauté, et madame de Saujon en dévotion. Je quitte cette plume pour la lui donner. » La lettre, donc, a au moins deux destinataires directs, la comtesse et le comte de Maure, qui ont, si j'ai bien compris les travaux de Nathalie Fredel, une pratique assez commune de l'échange épistolaire. Une autre lettre, celle du 8 juin, renseigne tout de même sur le fait que la comtesse de Maure diffuse ces informations, puisque je n'ai pas indiqué cette citation, mais je vous la lis. Tout ceci, écrit encore Vendy, est pour monsieur le comte aussi bien que pour vous, madame. Je vous supplie de demander ce que vous jugez bon à madame la marquise, car pour ma lettre, elle est trop mal faite et trop barbouillée pour aller jusqu'à elle. Mademoiselle vous fait 100 amitiés. Donc mademoiselle et mademoiselle de Valois, ici, sa jeune sœur, ne sont jamais très loin lorsque Vendy écrit ses lettres, et elles apparaissent, elles prennent en quelque sorte la parole dans les lettres elles-mêmes. Et on voit donc cette première lectrice, mademoiselle de Valois, qui surprend la rédaction, qui la commente, et c'est cette autre voix féminine qui s'insère dans la missive. Donc loin d'avoir affaire à une lettre privée, hein, l'invention de l'épistolière met en scène une forme de polyphonie qui rend compte du fait que la lettre est en train de se faire, et c'est un moment presque de rédaction partagée après le récit d'événements protocolaires. La fin de la lettre, cette fois-ci du 4 juin, de Madame de Motteville à Madame la marquise de Montausier, nous informe sur les modalités d'échange, d'envoi épistolaire chez les dames de la cour. Puisque, que dit-elle à nouveau à la fin de la lettre? Voilà, madame, un grand effort que je fais pour vous, et voilà un bien grand billet que j'ajoute à la balle de madame de Naval. J'avais écrit ce matin à madame du Plessis un brouillon de ma journée d'hier et lui demandé de vous en faire part. Mais il n'est pas si ample que celui-ci. Je suis votre très humble et très obéissante servante. Motteville évoque tout un commerce en Espagne et à Paris entre les dames qui rédigent, qui envoient et qui reçoivent ces lettres. Durant les journées danse en grands événements, Motteville semble écrire presque à flux tendu, en tout cas elle écrit quotidiennement à ses correspondantes pour les tenir informées. Elle a véritablement ce rôle de nouvelliste, hein, d'informatrice de premier plan qui bénéficie du système moderne de poste qui permet d'envoyer très régulièrement des nouvelles. Et c'est donc chez ces deux épistolières, dans les marges des lettres, hein, ces derniers paragraphes, que le réseau semble se visibiliser et est comme en fait exhibé par les femmes qui écrivent et qui commentent toute la circulation de leurs écrits. Ces écrits convoquent différents cercles mondains et on reconnaît les noms en fait des anciennes habituées de l'hôtel de Rambouillet. Donc c'est aussi le moyen, ce voyage, de revivifier un réseau de sociabilité assez ancien. Et pour
vendit en tout cas peut-être un moyen aussi de transmettre un savoir-faire épistolaire, puisqu'elle se sait jugée par la comtesse de Maure et par la marquise de Sablé. Donc l'usage de la lettre s'envisage dans un premier temps comme une pratique de circonstance et une pratique collective. Ce que je voulais voir aussi et vous proposer comme lecture, c'est d'essayer de comprendre s'il y a une forme de continuité entre cette écriture épistolaire particulière et l'écriture, cette fois, mémorielle, en regardant comment les lettres apparaissent dans les mémoires. Donc il est assez courant de retrouver des lettres insérées dans les mémoires d'Ancien Régime, hein, c'est une pratique assez commune. Et chez Montpensier, notamment, on retrouve ces lettres, les lettres de ses correspondants importants comme son père, la lettre étant un document d'archives qui a une valeur historique. La correspondance espagnole de Montpensier ne rentre pas dans la catégorie des lettres insérées dans les mémoires, mais pour autant elle n'est pas absente du récit de soi, et donc j'ai reproduit tout le paragraphe dans les mémoires où elle rend compte de cet échange. Donc, quantitativement, l'échange avec Motteville prend autant de place que les récits de publication imprimés de ses autres œuvres. Donc c'est une œuvre qui est envisagée à part égale, en tout cas dans l'écriture égo-historique, comme contribuant à sa pratique scripturaire et de fait étant mise en valeur. Donc je lirai simplement le milieu du paragraphe où elle commente le travail d'épistolière de Françoise de Motteville. Comme elle était fort savante, ce qu'elle a écrit est admirable car il y a de l'italien, de l'espagnol, des citations de la Sainte Écriture, des pères, des poètes, des historiens. Enfin, ce sont force choses rares et ramassées. Pour moi, je n'écris que des bagatelles. Ça aussi, c'est un trait langagier de Montpensier qui qualifie toujours ses écrits de bagatelles par opposition aux écrits de sa correspondante qu'elle décide de flatter dans une stratégie évidente de mise en valeur de soi par la mise en valeur de la personne avec laquelle on entretient un échange écrit régulier. D'après le manuscrit de la correspondance présent à la BNF, ces lettres sont en fait publiées sous forme manuscrite à la cour et circulent, sont saluées par un cercle de lecteurs et lectrices privilégiés. On imagine à peu près les mêmes individus qu'on rencontre dans la correspondance française. Elles s'insèrent donc, semble-t-il, dans une stratégie octoriale qui sert au rayonnement culturel, littéraire de la duchesse. Sans doute que le récit historique en lui-même puise aussi dans des lettres, mais que je n'ai pas retrouvé, à l'inverse de la lettre de Motteville qui m'a permis de faire une comparaison entre la lettre du 4 juin et les mémoires pour vraiment constater qu'en fait elle se livre à un travail de réécriture lorsqu'elle raconte la journée du 4 juin. Donc assez rapidement, hein, j'ai fait un tableau des plus simples qui reprend des passages de la lettre à gauche et des passages des mémoires à droite. Ce qu'on constate, c'est que l'ordre des événements narrés est le même, la, la description de la suite de la reine, l'attente de la reine, la rencontre entre la reine et le roi, la rencontre entre la reine et Marie-Thérèse, et enfin la rencontre du roi et de Marie-Thérèse et l'avis que le roi a à propos de sa nouvelle épouse. Donc cet ordre est similaire, on retrouve le même vocabulaire et quasiment les mêmes détails. Certains varient légèrement, par exemple dans la première ligne, où elle ne précise pas dans la lettre que Madame de Noailles a eu de la peine à venir à la conférence. Ça, c'est un détail qu'elle rajoute dans les mémoires, sans qu'on sache bien, en fait, comment elle fait le tri entre les informations qu'elle glisse dans la lettre et celles qu'elle glisse dans les mémoires. Ce qu'on remarque, c'est que la réécriture passe par le changement des temps verbaux. Par exemple, la reine est arrivée à la conférence 2 heures plus tôt que le roi, son frère, dont il lui a fait de grandes excuses, devient la reine arriva à la conférence avant le roi d'Espagne, son frère, à cause qu'il avait été retenu à Fontarabie. Sans doute que Motteville utilise une copie de sa lettre au moment de rédiger les mémoires. En tout cas, elle ne se contente pas d'en recopier strictement le contenu, elle reformule et, comme je le disais, elle sélectionne. Il y a une forme en fait de modification du récit fait cette fois a posteriori. On ne peut d'ailleurs pas exclure la possibilité qu'elle ait en fait une troisième version du texte, qu'elle écrive ses lettres et qu'elle ait un écrit pour soi, ce qu'elle appelle ses brouillons personnels.
Donc si les mémoires font l'économie de certaines informations, euh, ils en rajoutent d'autres aussi. Par exemple, Motteville décide de nommer ses sources dans le dernier extrait que j'ai sélectionné. Elle précise que c'est Monsieur le Prince de Conti et Monsieur de Turenne qui lui ont rapporté les paroles du roi, ce qui n'était pas présent dans les lettres. Donc il y a aussi cette intervention, cette volonté de précision dans les sources d'un écrit comme les mémoires. Et enfin, ce qu'on note surtout dans l'évolution peut-être la plus notable, c'est le traitement accordé à la famille royale d'Espagne, puisque elle s'attarde beaucoup plus dans les mémoires sur la personne de l'infante Marie-Thérèse, qui entre-temps est devenue non pas une amie, mais en tout cas une confidente, une personne avec laquelle elle a beaucoup plus de relations qu'au moment où elle la rencontre le 4 juin. Donc si la correspondance de Motteville prend d'emblée la forme d'une narration historique, euh, je pense qu'il ne faut pas l'envisager comme un exercice d'écriture en vue déjà d'un usage futur pour ses mémoires, mais que la valeur du récit, euh, qui est exclusif le 4 juin, prend une autre dimension au moment de rédiger les mémoires, puisque l'écriture de l'histoire n'est plus immédiate mais rétrospective, et c'est donc une trace qu'elle se laisse à elle-même et qui lui permet de réinvestir ses souvenirs de l'événement historique. En conclusion, ces quelques lettres lues ensemble permettent, je pense, de matérialiser un réseau épistolaire féminin qui est constitué des aristocrates de l'entourage du roi et de la famille royale, et elles nous renseignent sur les usages de la lettre dans ce temps resserré de la conférence, puisque non seulement elles adoptent des formes très spécifiques, mais elles sont aussi très variées, allant de la relation à l'écriture plus littéraire, poétique. Actrices et témoins d'histoire, les dames de la cour assistent à l'événement, en rendent compte pour les correspondantes et peut-être aussi déjà pour les lecteurs et lectrices à venir des mémoires. La continuité d'un texte à l'autre est notable, et l'écriture égo-historique des mémoires rencontre en ce sens l'écriture épistolaire, puisque la lettre est à la fois archive et brouillon, et qu'elle sert de matériau premier, ensuite remodelé par une autrice qui change de genre. Largement invisibilisés par la destruction du matériau épistolaire, euh, ces textes peuvent s'envisager dans leur variété comme un ensemble de pratiques scripturaires féminines diverses qui restent à rattacher à une œuvre polygraphique. Merci.